Aujourd'hui, nous allons aborder la question des enjeux éthiques autour de la demande sociétale d'une aide médicale à mourir. Juste un mot aussi pour préciser que cette conversation est spéciale parce qu'on a voulu, avec Gilles Bernardin, faire une conversation qui soit vraiment de l'espace éthique PACA Corse avec trois orateurs, un de PACA Est, un de PACA Ouest et un de la Corse. Voilà, donc c'est vraiment une conversation régionale qui a voulu avoir cette vocation-là. Et donc, je laisse Gilles Bernardin, directeur de l'espace éthique azuréen, prendre le relais, présenter les orateurs et animer le premier temps, donc cette première heure où les orateurs vont se succéder. Voilà, Gilles, à vous. Merci Perrine. Écoutez, moi aussi, je suis ravi de participer à ce webinaire. Donc, voilà, c'est sous les auspices de l'espace éthique régional PACA Corse que Perrine a eu l'idée d'organiser ce webinaire sur un sujet extrêmement sensible. Et donc, l'idée était de permettre à trois personnes de s'exprimer. Paul Venturini de Corse, qui est chef de service de gériatrie, qui est responsable du comité d'éthique Bastia-Corté. Donc, il travaille, lui, à l'hôpital de Corté-Tatone. Ensuite, dans un deuxième temps, on demandera à Fabrice Michel, qui est professeur de réanimation pédiatrique à la Timone et qui préside le comité d'éthique de la Société française d'anesthésie-réanimation. Et ensuite, en troisième intervenant, Jean Leonetti nous a fait l'honneur de participer avec nous à ce webinaire et de nous apporter un petit peu son regard à la fois de médecin et d'homme politique. Comme vous le savez, il est à l'origine de la loi relative aux droits des personnes malades et à la fin de vie. Et donc, voilà, son avis est toujours autorisé et vraiment empreint de beaucoup d'humanité sur un sujet qui est extrêmement sensible. Alors, vous savez que récemment, à l'Assemblée, il y a eu un débat dans un temps limité, dans ce qu'on appelait une niche parlementaire. Et donc, un député qui s'appelle Olivier Falorni a proposé un texte qui visait à instituer un droit à une fin de vie, entre guillemets, digne et choisie. Donc, il y a eu beaucoup de débats. L'idée, c'est de dire qu'en France, il existe une loi, que cette loi a rendu et rend tous les jours d'énormes services aux médecins pour prendre des décisions difficiles. Et c'est le réanimateur qui vous le dit. Et c'est vrai que cette loi a facilité le travail des médecins, mais est-ce qu'elle est nécessaire et suffisante? Il y a beaucoup de débats là-dessus et j'espère qu'aujourd'hui, on va essayer d'aborder non pas des réponses définitives, bien sûr, mais peut-être quelques éclairages supplémentaires sur un sujet extrêmement sensible et toujours douloureux pour les familles et pour les patients. Je propose à Paul Venturini de commencer son intervention. Merci, et d'abord merci de votre invitation. Comme il était donc cité, il y a eu effectivement cette proposition de loi, et cette proposition de loi n'a pu aboutir puisque effectivement quelques milliers d'amendements ont été déposés par un tout petit groupe de députés. Néanmoins, 300 députés de tous bords ont, selon l'expression, exhorté Jean Castex à poursuivre le débat sur l'euthanasie. Alors, mon parcours médical, pour faire vite, je suis aujourd'hui gériatre sur les soins de suite de réadaptation, mais j'ai été formé bien sûr à la médecine générale, aux urgences, puis bien sûr impliqué sur les soins palliatifs. Et j'ai le souvenir, puisque je suis avec mes amis niçois, d'avoir été aussi interne en maladie infectieuse chez notre collègue Della Monica, et en pleine période du sida, ça a été aussi marquant. Bien sûr, la fin de vie jalonne nos parcours médicaux, mais elle jalonne aussi, bien sûr, nos parcours de vie, que ce soit... Donc, on a
cette expérience. Donc, quand on prend les débats parlementaires, l'exposé en tous les cas des motifs de la proposition de loi cite la méconnaissance de la loi Claes-Leonetti pour grand nombre de praticiens. Il est pris donc dans cet exposé l'exemple de la sédation séquentielle qui, bien que peu courante, semble après tout emblématique. Et cette technique aux aspects, je dirais, très sophistiqués apparaît surtout comme le moyen de s'éloigner d'une apparente intentionnalité létale. Moi, dans la pratique, ce qui est perçu, c'est d'abord la méconnaissance des pratiques des soins palliatifs, dont l'abstention des pratiques n'est dommageable finalement peut-être qu'aux patients, notamment lorsqu'il s'agit de répondre en urgence à des syndromes terminaux pour lesquels la sédation totale, rapide, profonde est la seule solution pour soulager le patient. On le voit avec les hémorragies cataclysmiques, des tumeurs de l'appareil respiratoire qui emportent le patient dans une asphyxie secondaire au remplissage des bronches. Dans ce cas-là, le patient décède avec le ressenti angoissant de l'asphyxie croissante. Et bien même là, il se trouve encore des praticiens qui ignorent ou contestent les prescriptions anticipées de sédation profonde et n'admettent pas que le temps de mise en œuvre, comme celui des effets de la drogue, puisse être le plus court possible en assimilant cela à une euthanasie. Alors, il devient à ce moment-là difficile de discerner ce qui est de la pusillanimité ou de la rigueur dogmatique ou de l'incompétence. Donc, c'est méconnaissance de la loi, refus d'application. Demander par ces directives anticipées à bénéficier d'une sédation profonde médicale continue, ben, c'est déjà et aussi la liberté de décider de sa mort. Et cette demande que l'on entend aujourd'hui est la conséquence logique de la création des droits du patient qui s'exprime dans la loi depuis une vingtaine d'années, la prise en considération de l'individu, le refus de sa chosification avec la dépersonnalisation où l'homme est réduit à sa pathologie d'organes, à une série de cas ou à l'objet économique rentable. La fin de vie est forcément individuelle, spécifique. C'est la dernière étape d'un projet de soins comme d'un projet de vie. Ce projet, il doit être co-construit par le patient et fondé bien sûr sur le consentement éclairé. Donc non biaisé par d'autres buts que ses souhaits réalistes, réitérés et avérés. Ce patient, nous ne le souhaiterons pas, mais demain, ça sera peut-être nous. Nous, participants, sachants, spécialistes de ces pathologies redoutées. La question qui se posera à nous, sommes-nous là pour vivre ou pour souffrir? Médecins, nous pouvons constater de façon triviale que chacun pense à sa préservation, sa sécurité, son confort, son art de vivre. Les luttes sociales, philosophiques ou les diverses avancées sociétales semblent le montrer. Et les combats pour le respect des droits de l'homme accompagnent ces avancées. Refuser de souffrir pour soi, tout comme pour les autres, la sédation profonde étant réalisée conformément, comment apprécier les derniers temps de sa vie? Sont-ils réellement source de soulagement? D'autres choix aujourd'hui sont attendus. Car, plus qu'une liberté ultime libératrice, il s'agit d'un devoir d'assistance à l'autre. L'autre est comme nous-mêmes. Car, sauf à concevoir que la souffrance ultime engendrerait quelques avantages, le souhait sans doute normal de chacun est de ne pas souffrir. Les exemples de fins de vie choisis pour quelques célébrités ou notabilités sont actuellement largement médiatisés. En cela, l'injustice est criante. Celui qui peut organiser son déplacement à l'étranger selon ses moyens physiques et matériels ne sera pas concerné. Celui qui aura réussi à établir un contrat moral avec son praticien sera soulagé forcément dans une clandestinité porteuse de risques professionnels. Il y a longtemps, dans les services les fins de vie étaient ordonnées par le chef de service avec l'injection nocturne d'un cocktail lithique, administré dans une perfusion par un infirmier, ça je peux en témoigner. Les raisons étaient obscures, parfois la demande du patient, de la famille, du service pour libérer un lit ou face à un constat d'échec thérapeutique, ça on ne le saura plus jamais. La prolongation des agonies douloureuses ne sont plus censées exister tant elles sont injurieuses à l'humanité du patient. C'est le but de la sédation profonde. Les proches accompagnent l'être aimé, nous leur devons les meilleures conditions pour ce faire. La crise du Covid a montré que l'impossibilité d'accompagner fut ressentie comme abjecte, car
Ce temps de proximité est le dernier moment d'expression des liens affectifs, il est à respecter. Pour autant, les jours qui se suivent et confrontent les proches à l'attente, aux interrogations face au corps impassible du patient, ce n'est plus de l'accompagnement et ce n'est pas encore un début de deuil. Les faillites des fonctions organiques ne peuvent se prédire. Ce spectacle improbable ne peut laisser indifférent et questionne quant au sens comme aux conséquences de la prolongation de ce temps. La bonne mort ou euthanasie. Ce terme a été dérivé chez les eugénistes nazis. Dans sa froide folie, il imposait sa hiérarchisation des êtres humains selon les races, les tares, les utilités à la société. Cela avec des codifications subtiles pour définir qui méritait de vivre ou survivre et qui devait être supprimé comme inutile. Avec la libération des camps, ce fut la confrontation à l'impensable, le plan Action T4 ou les expérimentations ignobles des nazis, qui choqua de façon si intense que dans l'immédiate après-guerre, la volonté de proscrire à jamais de telles horreurs fut inscrite dans les textes fondamentaux. Ainsi, le préambule de la Constitution de 1946 affirme dans son article 1er que le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Et aussi, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Suivi dans l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces trois articles définissent des principes universels et condensent le respect des choix de l'individu, ses liens de solidarité et l'appropriation de sa vie. Ce qui peut s'entendre comme le refus d'imposer la dégradation de l'individu par la souffrance, le droit de ne pas souffrir autant que de ne pas faire souffrir ses proches, c'est une liberté à offrir à tous. À l'origine des soins palliatifs, ce furent d'abord les conséquences des états cancéreux aigus terminaux, puis se sont ajoutées les fins de vie dues au sida. Pourtant, l'allongement de la durée de vie, avec actuellement les dégénérescences d'organes, qui sont, par leur chronicité et la très grande partie des fins de vie. Elles incluent les maladies neurodégénératives, pour lesquelles établir des transpositions soulèverait d'autres interrogations. La maladie d'Alzheimer est emblématique. Même si ces aspects sont divers, les patients décèdent des complications, notamment respiratoires, conséquences des troubles de déglutition, mais aussi plus indirectes par des chutes et surtout par l'impossibilité de soigner les pathologies intercurrentes suite au refus de soins et aux impossibilités d'investigation, donc aux incertitudes cliniques et diagnostiques. En hausse constante, 1 million de personnes atteintes, 3 millions indirectement concernées et aussi 200 000 nouveaux cas par an, avec un âge moyen de 75 ans. L'accès diagnostic sérologique permettant le diagnostic anticipé reste impossible, seul le diagnostic précoce est accessible. L'information du patient y est difficile à mettre en œuvre. D'abord car annoncer une maladie grave, irréversible, sans thérapeutique, dont chacun a pu constater à des degrés divers les différents tableaux, est porteuse d'une charge émotionnelle majeure. Puis, selon le stade d'avancée de la pathologie, la compréhension, les projections et leur traduction dans leurs directives anticipées deviennent irréalisables. Car il serait sans doute complexe d'interpréter les demandes inscrites dans les éventuelles directives anticipées et de définir l'intolérabilité de la souffrance redoutée par le patient et, dans une autre mesure, celle des proches. Alors, se projeter. Pour les soignants ou les proches qui auront été témoins de la fin de vie, la perte d'autonomie physique du grand âge est aggravée par les troubles cognitivo-comportementaux qui altèrent la personnalité, associant des troubles tels l'amnésie, la désinhibition, l'agitation, entre autres, qui désagrègent les relations avec les proches jusqu'à la perte des liens. Comment pourrait-on souhaiter pour autrui ou pour soi-même ces états? Personne ne peut s'arroger le droit de définir si une vie est digne ou non d'être vécue. Et les derniers mois ont montré le rejet du triage de patients ou de l'exclusion des
des soins des plus âgés ou des plus fragiles. Dans les premiers mois de la pandémie, la question du maintien en EHPAD des patients atteints de la Covid semblait liée à la saturation du nombre de lits en soins aiguës. L'impossibilité de transfert imposant des traitements limités à l'oxygénothérapie et les traitements médicamenteux, éventuellement par voie veineuse, sinon péros. Mais surtout, beaucoup furent choqués que les autorités de la santé adressent des fiches d'emploi palliant la pénurie du midazolam pour pouvoir réaliser des sédations profondes en cas de décompensation respiratoire majeure. Certains, supposant des euthanasies décimant les EHPAD, crièrent au scandale. En réalité, ces recommandations semblent avoir eu que peu de portée. Elles ont rappelé très justement que la fin de vie doit être exempte de souffrance. La suffocation de l'asphyxie terminale en est largement l'illustration. Néanmoins, en conséquence de cause, chacun peut juger de ce qui lui serait tolérable ou non et des conséquences pour autrui. Donc, ne pas souffrir, puis surtout ne plus souffrir. L'angoisse face à la souffrance peut être traitée. Les psychotropes ont prouvé leur efficacité. Avec les antidépresseurs, les anxiolytiques, ils aident à retrouver une certaine sérénité. Mais ils dénaturent aussi la personnalité et donc peuvent réorienter vers des prises de choix qui jamais n'auraient été effectuées sans leur action. Demeurer en pleine conscience est un désir naturel, car il nous relie à la vie. Il nous la fait apprécier. Jusqu'à un certain point, avec l'avancée de la neurodégénérescence, cela reste encore possible. Puis, cette faculté s'estompe et elle est en grande partie suppléée par les proches qui ont la connaissance du patient. Puis, l'intelligibilité des interactions disparaît et le spectacle de la démence l'emporte. Le patient souffre de cet état où tout lui devient inconnu. Les proches sont les témoins impuissants et souffrent, les soignants des EHPAD aussi. Si en connaissance de cause, le patient a clairement émis la volonté de ne pas se retrouver dans cette situation, que lui répondre aujourd'hui? Nous accompagnons les patients et tentons de les préserver de leur souffrance. Leur vie leur appartient, et encore plus dans ces derniers instants. Les histoires de vie de chacun ont été remplies de moments, parfois pénibles, et la souffrance a déjà été rencontrée. S'ils estiment que nous devons les aider à éviter les dernières affres de leur vie, en quoi cela nous rend indignes d'être soignants? Par renversement des postures, ce serait alors à nous de consentir à leur demande. Quand nous voyageons en Europe, ce sont les mêmes décors, souvent avec la même histoire, dans des pays régis par les mêmes valeurs démocratiques. Pourtant, d'autres lois y sont appliquées. La représentation parlementaire avait clairement fait le choix d'un débat. L'obstruction d'une faction minoritaire et procédurière a empêché l'expression de la représentation nationale. Cette action illustre le refus de l'autodétermination de l'individu et de la responsabilité de ses choix, tant envers les autres qu'envers lui-même. Cette conscience collective engendre une communauté de valeurs qui exprime par une large volonté l'évolution de la morale. Sa libre expression, fondement de nos démocraties, doit trouver sa traduction législative. Le droit oblige et protège. Il permet de s'extraire des arrangements plus ou moins médiatisés et juridiquement répréhensibles. Dès lors, chacun, patient ou médecin, est protégé par la création de ces nouveaux droits qui soustrairont les personnes en fin de vie d'un arbitraire, source de souffrance infligée par l'ignorance, l'abandon ou par le dévoiement de l'assistance aux mourants. Voilà, merci de votre écoute. Merci Paul de ce témoignage et de cette prise de position. Je vais passer la parole maintenant au professeur Michel pour qu'il nous dise un petit peu son sentiment personnel sur ces sujets difficiles. Bonjour à tout le monde. D'abord, un très grand merci pour m'inviter à discuter de ce sujet effectivement très sensible auprès de personnes expérimentées en la matière. C'est peu de le dire.
Donc, je suis vraiment honoré d'être là. Je vais effectivement témoigner alors, en tant qu'anesthésiste réanimateur de formation, et puis de ma pratique pédiatrique, qui est aujourd'hui exclusive. Mais j'ai aussi donc cette responsabilité de la présidence de l'espace de la de la Société française d'anesthésie et réanimation, au sein duquel je partage beaucoup avec des réanimateurs adultes. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est basé finalement sur une expérience professionnelle, une expérience face à la mort. Les médecins anesthésistes réanimateurs et les médecins réanimateurs dans leur ensemble sont confrontés quotidiennement à la mort de leurs patients, aux problématiques de limitation et d'arrêt des traitements qui vont s'accompagner maintenant avec la loi de 2016 d'une sédation profonde et continue, d'une expérience aussi dans la maîtrise de ces médicaments de la sédation qui aujourd'hui sont utilisés de façon très différente selon notre formation de médecin. Bon, le point de vue que je vais développer aujourd'hui, il est donc nourri par cette expérience, mais en aucun cas il ne reflète ou ne veut être le porte-parole de ma société savante. C'est bien sûr des avis très personnels sur le sujet. La première chose que je veux dire en tant qu'anesthésiste réanimateur, c'est que de façon quasi unanime et dans toutes les discussions que nous avons sur le sujet en tant qu'anesthésiste réanimateur, on est absolument convaincu que la loi telle qu'elle existe, avec son évolution de 2016, répond à tous nos besoins en réanimation. Alors, je précise bien, c'est en réanimation et face à la fin de vie de nos patients. Aujourd'hui, telle que la loi existe, nous avons les moyens d'accompagner les patients, d'accompagner les familles dans quelque chose qui nous paraît être tout à fait satisfaisant. Et d'ailleurs, on est toujours tous très sensibles au fait que les remerciements des familles, les remerciements les plus touchants des familles, sont ceux des patients sont les familles des patients qui sont décédés en réanimation. On est souvent bouleversé de ça et on partage des émotions qui sont souvent extrêmement fortes parce qu'on a le sentiment justement alors, on parle d'assistance à mourir. On a assisté ces gens, oui, non pas dans une aide active à mourir, non pas qu'on a provoqué le décès, mais par contre, on les a accompagnés, on a pu répondre à leur douleur, on a pu répondre à des conditions de fin de vie qui sont complètement dignes sans avoir provoqué la mort. Et je crois que tous autant qu'on est en réanimation, on partage cette idée-là. Finalement, les difficultés qu'on rencontre avec les familles, elles sont plus liées, elles sont plus inverses en fait. Elles sont liées aux situations où nous pensons en tant que médecins que les traitements qui sont en place en réanimation, souvent extrêmement lourds, sont déraisonnables, qu'on est plutôt dans l'obstination. Et à ce moment-là, certaines familles, c'est relativement rare, hein, ce sont des situations assez rares, mais c'est souvent là que les choses sont très difficiles. C'est des familles qui demandent à ce qu'on continue les traitements et non pas qu'on mette fin à la vie des patients. Et donc aujourd'hui, la loi telle qu'elle existe, quand même répond parfaitement pour nous, dans notre pratique quotidienne, je parle bien de cet endroit particulier qu'est la réanimation, à nos besoins. Alors, qu'est-ce qu'elle a introduit, cette loi Claes-Leonetti en 2016 elle a introduit pour nous deux choses. Alors, bien sûr, l'autonomie du patient. Elle a permis, par les directives anticipées, la personne de confiance, etc., de mettre en avant l'autonomie décisionnelle du patient pour sa fin de vie. Mais en pratique et face aux situations très compliquées, il y a deux choses qui ont transformé clairement nos pratiques. C'est la première chose, évidemment, le recours possible à une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Hein, c'est comme ça qu'elle est définie dans la loi. Et c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, nous permet de soulager les patients, de les accompagner, en particulier quand on met en place une limitation des traitements ou un arrêt des traitements et quand les personnes sont en toute fin de vie.
La deuxième chose, c'est un apport à la limitation des traitements, et en particulier à la reconnaissance de l'alimentation entérale comme un traitement. Jusqu'alors, il y avait un débat et des positions extrêmement tranchées, d'ailleurs, qui persistent. La loi ne résout pas tous les problèmes éthiques, mais qui persistent, de savoir si le fait de recevoir un traitement par une sonde gastrique, parce qu'on n'est pas capable de s'alimenter seul, est un traitement ou n'est pas un traitement. À partir du moment où ça devient un traitement, alors la loi autorise qu'il soit interrompu au titre de la limitation thérapeutique, et on peut alors accompagner les patients en fin de vie dans une sédation profonde et terminale. Terminale n'est pas le mot adapté, profonde et continue jusqu'au décès, pardon, et qui va accompagner le patient et permettre un décès endormi. Alors, c'est vrai que ces deux choses-là nous permettent aujourd'hui de répondre à toutes nos problématiques en réanimation. Mais on se rend compte que ces pratiques-là pourraient être développées très largement dans de nombreux services où ça n'est encore pas le cas. Il y a des vrais freins à l'application de cette loi. On parlait tout à l'heure, Paul Venturini parlait de la problématique de la connaissance de cette loi, sans doute par le corps médical, mais aussi par le grand public. C'est vraiment très, très important qu'on arrive à diffuser ce droit à la sédation profonde et continue pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir à subir de douleurs en fin de vie ou lorsque on est en réanimation et qu'on doit avoir un arrêt des traitements. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui pour les médecins à parler de la fin de vie avec les patients et avec les familles. Il y a un problème de formation à ce niveau-là et beaucoup de jeunes d'ailleurs sont demandeurs de ça, de pouvoir aborder la mort, apprendre à aborder la mort. Et aujourd'hui, bon, les médecins réanimateurs très confrontés à ça, comme d'autres spécialités, les cancérologues en particulier, bien sûr les gériatres, ont un peu cette expérience. Mais c'est très clairement un problème dans notre société que de regarder cette mort en face. Elle est bien cachée dans les hôpitaux maintenant. Et finalement, il y a une espèce de difficulté à aborder ça qui rend probablement plus compliqué la période de la fin de vie. Puis, comme ça a été dit aussi, il y a des habitudes ou des convictions, en particulier sur les pratiques sédatives, que certains ne veulent pas appliquer. Et là, on est sans doute sur un point qui est capital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un droit et qu'il faut pouvoir le faire appliquer. C'est une réalité. Autant on voit sont beaucoup médiatisés plutôt quelques cas compliqués de limitation thérapeutique refusée par les familles, autant on n'a pas beaucoup notion de ce qui n'est pas fait alors que ça devrait l'être, de respecter les directives anticipées. C'est assez peu médiatisé, il n'y a pas de procès pour ça, il n'y a pas de recours en justice. Et c'est vrai que sans doute qu'aujourd'hui, il y a cette problématique d'effectivement faire respecter la loi. Et puis, il y a des vrais problèmes humains et matériels des soins palliatifs qui aujourd'hui sont vraiment ridicules au regard des besoins de la population, que ce soit en EHPAD, que ce soit à domicile, où vraiment les moyens sont très insuffisants. La reconnaissance des soignants qui accompagnent ces patients en fin de vie est tout à fait limitée et très, très insuffisante si on veut pouvoir appliquer au mieux cette loi Claes-Leonetti de 2016. Et c'est une vraie difficulté. Et malheureusement, c'est sur cette base-là que se fonde cette demande sociétale de l'assistance active à mourir. Et c'est, à mon avis, une très mauvaise raison. Non pas que je sois contre la légalisation de l'euthanasie, mais il me semble qu'on ne peut pas partir sur ces bases-là de quelque chose qui aujourd'hui n'est pas bien appliqué et qui pourtant répond à la très, très, très grande majorité des situations de famille. Donc c'est vraiment un message fondamental, il me semble, c'est que je peux parfaitement comprendre cette demande très individuelle, on va y revenir, de choisir sa fin de vie. Néanmoins, je crois qu'il faut que cela se fasse sur des bases plus saines,
qu'aujourd'hui, on meurt mal en France, on n'a pas les moyens. Non, à mon avis, c'est absolument faux. Alors, a été abordé tout à l'heure, ont été abordés les droits de l'homme. Et effectivement, hein, il est bien clair que nous sommes tous égaux en droit et que c'est un des fondements de notre humanité. Quelque chose d'assez incroyable de cette loi Claeys-Leonetti, mais de la loi Leonetti déjà en 2005, c'est qu'elle se veut universelle, applicable de façon identique à chaque personne au sens juridique du terme, de sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. On va parler des autres pays, mais il n'y a pas d'autre pays où il existe une loi sur la fin de vie telle qu'elle existe dans notre pays. Et sûrement pas de loi qui permette que chacun soit égal à l'autre face à la mort. Alors, est-ce que pour autant on est tous égaux, même avec la loi telle qu'elle existe aujourd'hui? Ben non, pourtant on n'est pas tous égaux. Je pense que quand on est un nouveau-né prématuré, on n'a pas les mêmes chances que quand on est un enfant ou un adulte face à la mort, chance où on n'est pas perçu de la même façon, on n'est pas la même personne pour la société. En pédiatrie, qui est maintenant mon champ de compétences, il y a deux situations qui ont été récemment identifiées. La première, par une équipe canadienne, l'équipe d'Annie Janvier, qui travaille beaucoup sur la fin de vie, en particulier des petits bébés, qui a mis en évidence de façon très claire que les soignants, les médecins, les infirmiers sont beaucoup plus enclins à arrêter facilement les traitements chez des nouveau-nés prématurés que chez des enfants plus grands. C'est ce qu'elle a appelé the better luck next time approach. Donc, on fera mieux la prochaine fois. Ce petit bébé qui est né, qui est une personne, au même titre que n'importe quelle autre personne sur Terre, elle ne va pas être considérée tout à fait de la même manière face à la fin de vie. Et inversement, récemment, les équipes de soins palliatifs pédiatriques ont mis en évidence que les enfants et les jeunes adultes, dans une très jolie étude, ont été soumis à un engagement thérapeutique majeur dans des situations extrêmement graves, et que finalement, la limitation ou l'arrêt des traitements, le recours aux soins palliatifs ne survenait que très peu de temps avant le décès. Et donc un engagement thérapeutique majeur qui questionne et qui n'est sans doute pas le même que l'on va avoir chez d'autres personnes. Donc on voit bien que malgré une loi qui se veut universelle, on n'est malgré tout pas complètement égaux face à ces problématiques de fin de vie. Et face à ça, est-ce qu'on peut penser que l'euthanasie puisse être une loi universelle? En réalité, c'est une vraie difficulté pour la législation. Comment faire en sorte que chaque personne soit l'égale de l'autre face à la mort quand on recourt à l'euthanasie, qui est par définition une demande d'aide à mourir. Et donc là, il y a un vrai problème et une vraie différence dans notre pays. Il est question dans les autres pays d'Europe, les pays qui ont autorisé l'euthanasie aujourd'hui, il y a la possibilité de recourir à l'euthanasie pour des enfants qui le demandent et qui sont en âge de consentir, et si les parents consentent. Et il y a des euthanasies d'enfants jusqu'à 11 ans en Belgique. Et aux Pays-Bas, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est créé avec cette autorisation de l'euthanasie, avec cette légalisation de l'euthanasie. C'est que qui n'est autorisé qu'à partir de 12 ans, et bien les pédiatres ont décidé d'un protocole particulier, le protocole de Groningen, qui a été très bien décrit dans la littérature et qui fait beaucoup débat, et qui est une décision des pédiatres, hors la loi, mais tolérée, d'euthanasier les enfants de moins de 1 an, qui ne sont pas, évidemment, en âge de demander à être euthanasiés. Et ça, à partir du moment où, si l'équipe médicale, avec l'accord des parents, bien entendu, considère que la qualité de vie à venir de l'enfant est insuffisante et souvent même
prévu de déplorer. C'est une évolution assez particulière et moi qui me frappe fortement, c'est-à-dire que sur la base d'autoriser l'euthanasie chez des enfants qui ont plus de 12 ans et chez les adultes, eh ben, une partie du corps médical s'autorise finalement à aller plus loin que la loi. Pour moi, c'est une vraie problématique d'autoriser l'euthanasie, c'est que forcément, on donne un droit que certains vont s'approprier peut-être de façon un peu inadéquate. Alors, l'euthanasie crée forcément des inégalités face à la, et par définition même, face à la mort. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, alors que notre loi à nous, qui est basée sur la limitation des traitements, l'arrêt des traitements, le recours à une sédation profonde et continue qui va soulager les patients, ben c'est universel. Ça marche pour le nouveau-né prématuré, ça marche pour le vieillard, ça marche pour la personne atteinte d'une maladie létale. C'est une loi finalement qui respecte absolument le principe de justice. Il faut noter que pour les petits prématurés, pour les enfants prématurés ou les nouveau-nés, l'évolution en France s'est faite de façon complètement inverse. Dans les années 80-90, les pédiatres recouraient en fait à ce qu'ils appelaient, puisque ça a été publié dans la revue des archives de pédiatrie, c'était quelque chose qui était transparent et qui se voulait transparent. On faisait ce qu'on appelait des arrêts de vie. Finalement, ce que pratiquent aujourd'hui les soignants pédiatres aux Pays-Bas. Des arrêts de vie chez des enfants dont le pronostic neurologique lié au traitement, à la très grande prématurité, était effroyable. Et finalement, c'est curieux, et j'ai vécu cette période-là, c'est justement la loi Leonetti de 2005 qui a fait basculer en sens inverse et qui a fait qu'on a arrêté de faire ces arrêts de vie pour revenir à des pratiques encadrées par la loi, que sont celles qu'on a décrites jusque-là, et en particulier celle de la sédation profonde et continue dans le cadre de l'arrêt de traitement. Et donc, très clairement, on a arrêté de provoquer délibérément la mort. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet d'accompagner les patients en fin de vie, quel que soit leur âge, y compris les plus petits. Évidemment, c'est difficile de parler d'euthanasie quand l'individu ne peut pas consentir, et c'est le cas des nouveau-nés. Alors, est-ce qu'on peut euthanasier des petits-enfants? Eh bien, la loi aux Pays-Bas l'envisage. Aujourd'hui, il propose d'autoriser l'euthanasie, entre guillemets, l'euthanasie des enfants de moins de 12 ans, comme finalement elle est autorisée, ou en tout cas tolérée avant eux. Finalement, ça revient à euthanasier, prendre des décisions d'euthanasie pour les personnes les plus vulnérables. Et je crois que ça ne peut pas ne pas nous questionner. Autre problématique est celle des malades psychiatriques. Vous savez qu'au Canada, c'est autorisé. Et bien, à partir de 2023, ce sera aussi autorisé pour des raisons psychiatriques pour les enfants en âge de décider. Aujourd'hui, c'est pour l'instant pas autorisé. On peut aussi imaginer ce qui pourrait se passer pour des personnes handicapées ou à risque de handicap en grandissant. Donc, c'est une question fondamentale que cette problématique de la justice et des plus vulnérables. Il y a aussi cette problématique de la demande, du consentement, et même pour certains, parce qu'aux Pays-Bas, récemment, a été relaxé un médecin qui avait euthanasié une personne Alzheimer. C'est une personne qui, avant sa maladie, avait dit qu'elle ne souhaitait pas continuer à vivre si elle était atteinte de cette maladie, mais qui ne souhaitait plus mourir une fois qu'elle avait perdu la raison. Il y a eu un procès et ce médecin a été relaxé. On peut vraiment se demander où peut nous mener ce droit à l'euthanasie. Bien sûr, pour l'individu en pleine conscience, ça peut être un droit qui peut apporter quelque chose, mais clairement, on peut se le demander. Et si on regarde, si on réfléchit au regard des principes éthiques sur la base desquels on réfléchit aujourd'hui, qui sont l'autonomie du patient, la justice face aux soins, les principes de bienfaisance et de non-malfaisance, ce qui pousse à cette demande d'euthanasie, finalement, c'est l'autonomie du patient.
c'est de dire que le patient a le droit de décider de sa fin de vie. Pour autant, il faut absolument se méfier que ce droit ne soit pas simplement le droit à un traitement qui soulage, mais pas plutôt une solution sociétale à la mort et à la difficulté à mettre en place des soins palliatifs, des accompagnements, des structures qui permettent de mourir dans les meilleures conditions, si tant est qu'on puisse mourir dans de très bonnes conditions. Donc finalement, au profit de l'individu, on va bafouer le principe de justice pour le principe d'autonomie. Mais vont aussi en souffrir le principe de bienfaisance et de non-malfaisance. Est-ce que clairement, on peut considérer qu'on ne bafoue pas le principe de non-malfaisance quand on met fin à la vie de quelqu'un, même si, quelque part, on pense faire le bien? Ce principe de justice, c'est une particularité extrêmement forte de notre système de santé. Et l'argument de dire la France est très en retard sur l'euthanasie, sur le droit à mourir, etc., dans la dignité, ben on pourrait rétorquer qu'en réalité, elle est très en avance sur l'égalité de l'accès aux soins. Et je crois qu'on ne mesure pas la chance que nous avons aujourd'hui d'être égaux face à ça, face à cette fin de vie et face aux soins en général, au profit du principe de non-malfaisance, de bienfaisance, et effectivement, avec peut-être une perte d'autonomie pour certains, et encore, on pourrait en discuter. Donc, je crois que la France a en réalité une chance d'avoir cette loi qui permet énormément de choses, et je ne suis pas certain que le fait d'autoriser l'euthanasie soit finalement une avance. C'est une vision différente du soin, des traitements qu'on va donner à l'autre, de la considération qu'on va avoir pour les plus vulnérables. En France, qu'on soit riche, qu'on soit démuni, qu'on soit solide, qu'on soit vulnérable, ben, le principe de justice est le même pour tous et il est appliqué. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays. Or, ce principe de justice, eh ben, c'est le fondement même de notre humanité et c'est ça qui fait notre dignité, sans doute beaucoup plus que le fait de pouvoir choisir sa mort. Alors, une autre problématique, c'est que, évidemment, c'est un choix de société que de recourir à la mort choisie et d'autoriser de mettre fin à la vie d'une autre personne. C'est quelque chose qui va complètement bousculer notre société si nous le faisons. On met toujours en avant les comparaisons avec les lois précédentes, avec les grandes décisions qui ont été prises. On pourrait remonter loin, l'abolition de l'esclavage, le droit à l'avortement, qu'on n'est pas obligé de regarder sous l'angle du fœtus, mais plutôt sous l'angle de la préservation de la santé des femmes qui ont droit absolument de décider de ce qu'elles font de leur corps en tant que personne. Et puis, l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, finalement, ce droit à l'euthanasie, j'ai un peu le sentiment qu'il irait un petit peu en arrière dans notre société, dans la mesure où nous sommes capables d'appliquer correctement la loi qui existe et de faire en sorte qu'aucune des personnes en souffrance dans notre société ne peut pas mourir sans souffrir et sans douleur. Donc c'est une vraie problématique sociétale. Je ne suis pas absolument contre ce droit-là. C'est important, le choix, la possibilité de ne pas souffrir et la possibilité de choisir sa fin de vie, sans doute. En revanche, je m'interroge vraiment sur de savoir si c'est le moment et si notre société aujourd'hui est mûre pour ça. Alors, vous allez me dire, mais bien sûr, 96% des gens sont pour l'euthanasie.
c'est écrit partout, on le crie haut et fort. Oui, bien sûr, dans les sondages, quand on demande aux gens en pleine santé, quand vous aurez des souffrances atroces, est-ce que vous seriez d'accord pour que on vous fasse une injection létale pour que vous ne souffriez plus? Qui va dire non? Évidemment, hein, évidemment. Je vais juste conclure, et je suis de toute façon sur la fin de mon intervention, mais il faut, à mon avis, que ce soit un plus. Aujourd'hui, un plus par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la société soit prête pour ça. Ce qui m'inquiète plus que la dépénalisation ou la législation, finalement, c'est la polarité extrême du débat, c'est ce manque de nuances et le manque d'écoute dans le débat. Et je pense que si cela devait arriver, il faudrait que ça arrive sur des bases beaucoup plus saines que cette difficulté que l'on a aujourd'hui à affronter la mort telle qu'elle existe, à ne pas mettre en place les moyens qui existent, et puis à avoir des débats extrêmement polarisés, lobbyistes, extrêmement violents, comme on en a vu avec des cris de joie dans les procès de Vincent Lambert, par exemple. Donc je crois que c'est possible qu'on ait besoin d'évoluer là-dessus, mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le moment dans un tel climat sociétal de violence autour de ce sujet. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de votre position. Voilà, je vais d'emblée passer la parole à notre ami Jean Leonetti qui va nous apporter son éclairage de médecin et de législateur. En fait. Merci Gilles, merci Monsieur Venturini et Monsieur Michel. Il y a longtemps que je ne suis plus médecin, hein, donc je vais plutôt parler en législateur parce que j'ai plus de pratique dans ce domaine. Et donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit par les uns et les autres. Et je voudrais reprendre d'abord un premier point qui est un fait de société. Fait de société, c'est que la mort, c'est l'autre. Voilà, c'est toujours l'autre. Si je meurs, moi, je quitte les autres. Et la mort est un épisode dans lequel il y a une petite sortie de l'idée du dialogue singulier, de deux consciences et de deux confiances, parce que l'entourage, que ce soit bien sûr d'un aîné ou que ce soit l'entourage autour d'un enfant, joue un rôle important. Et donc, les textes, en particulier les textes de déontologie, expliquent bien qu'on accompagne bien sûr la personne et les soins pour la personne qui va mourir, mais qu'on prend soin de la famille. Et c'est un élément, enfin, la famille ou les proches, c'est un élément qui n'est pas négligeable parce que dans la société, effectivement, le fait que ce soit l'autre, c'est une idée qui doit cheminer dans notre tête, c'est que l'autre n'est pas moi. Et donc, on peut très bien avoir une vision de l'autre qui n'est pas la sienne. Autrement dit, l'idée un peu kantienne et judéo-chrétienne qui consiste à dire ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ou fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse, elle est un peu en distorsion parce que le sachant, le soignant peut estimer que la vie de la personne, entre guillemets, ne vaut pas la peine d'être vécue alors que la personne elle-même considère, elle, que sa vie vaut la peine d'être vécue. Donc la mort c'est l'autre, et puis vous le savez, et vous êtes mieux placé que moi encore pour le dire, la mort c'est considérablement médicalisé et ça a aggravé le tabou de la mort. C'est-à-dire qu'on pourrait laisser penser que dans une société comme la nôtre, eh bien la mort c'est un problème médical. On l'a vu dans les débats, ils étaient presque à nous demander quelle était la dose d'hypnoël qu'il faut mettre dans la loi pour dire comment il faut faire la sédation, est-ce qu'il faut mettre la morphine, est-ce qu'il faut injectable ou pas. Voilà. Donc, les lois, elles sont normatives et universelles. Et effectivement, le professeur Michel a bien insisté sur le fait qu'une loi, elle se fait pour tous les hommes. Le prématuré, c'est une personne humaine. Le grand vieillard en fin de vie, c'est une personne humaine. Donc, quand on édicte la loi, on ne peut pas dire oui, mais à partir de tel âge, on peut le mettre dans un décret, on peut difficilement le mettre dans la loi. La loi, elle dit la règle et elle l'a dit pour tous les humains, donc et pour tous les citoyens. Donc, ça, c'est les deux difficultés qui arrivent. La troisième difficulté, c'est la décision par anticipation ou la décision
par illusion. C'est-à-dire, par anticipation, c'est les directives anticipées à la personne de confiance. Je dis, voilà ce que je veux aujourd'hui à telle heure. Et puis, c'est fini. C'est écrit, je l'ai dit, et donc ça doit s'appliquer. Et malheureusement, on le sait que la liberté, c'est justement changer d'avis. La démocratie, c'est justement pouvoir changer d'avis d'un vote à l'autre, c'est pouvoir changer d'avis dans sa vie, et Dieu sait, sur le problème de la vie et du rapport à la mort. Si vous prenez par exemple les catégories les plus jeunes et les adolescents, ils n'ont pas le même rapport à la mort, les enfants n'ont pas le même rapport à la mort que les adultes ou le grand vieillard. Donc, on a le droit de changer d'avis. Et donc, il y a une petite faiblesse dans la loi, c'est que les directives anticipées, c'est des directives anticipées par définition, mais ce n'est pas totalement prescriptif, parce que sinon, ce qu'on écrit à 20 ans et qu'on ressortirait à 80 pourrait avoir une distorsion entre la volonté de l'époque et la volonté de l'instant. Le deuxième élément, c'est la décision à la place de la personne qui ne peut pas exprimer sa volonté. Et il y a, en dehors de la personne qui est dans le coma ou qui a une maladie qui l'empêche de s'exprimer, il y a quand même les deux aspects de la vie. Le début de la vie, je décide d'une personne humaine et je décide, entre guillemets, seul. Même s'il y a une collégialité, c'est le corps médical qui décide. Comment aller demander à une mère ce qu'elle souhaite sur son enfant si on arrête ou si on n'arrête pas les traitements, si on fait une sédation profonde ou pas. Donc, on est bien entendu en proposition, mais normalement, l'enfant, l'autorité parentale fait que c'est les parents qui doivent décider, mais on ne peut pas les faire décider, je dirais, de manière totalement indépendante, parce qu'on ne peut pas leur faire porter la responsabilité extrêmement lourde d'un choix de vie ou d'arrêt de vie sur leurs enfants. Et donc, on est simplement dans un dialogue dans lequel on essaie de les faire adhérer à la position médicale. Il en est de même à l'autre partie de la vie, lorsque la personne, par exemple, comme ça a été évoqué par Paul Manturini, a un Alzheimer. Je peux difficilement considérer que ce qu'elle me dit a une valeur des décisions libres et éclairées, et pour autant, je ne peux pas complètement me référer à ce qui a été écrit il y a 10 ans, parce que je ne suis pas à même de juger de la qualité de sa vie. Et je raconte toujours une histoire où un jour, je rentre dans un EHPAD, et le sentiment qu'on a tous, c'est de dire vivre comme ça, je préférerais mourir avant. Sentiment qu'on peut comprendre et qui est tout à fait légitime. Sauf qu'en face d'une vieille dame qui me souriait en mangeant un éclair au chocolat, je me dis, et de quel droit, moi, je dis que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue, alors que visiblement, elle prend un certain plaisir à continuer à vivre. Donc, ces sujets sont extrêmement complexes et ils touchent aux lois fondamentales, aux libertés fondamentales. Il y a deux malentendus importants. Le premier, c'est qu'on n'a jamais fait des lois qui essayaient de donner la mort sans le dire. Voilà, j'entends souvent, on pourrait aller un peu plus loin, etc. Non, on ne va pas plus loin. Si on dit on peut donner délibérément la mort, c'est une loi, elle peut se justifier, je veux dire, et ça fait partie des choix sociétaux et des choix politiques et des choix philosophiques, mais on ne dit pas on met un petit peu plus de morphine ou on fait un tout petit peu plus, on dit la sédation ne doit pas durer plus de 24 heures. Ou, non. Si on fait une loi, on va dans le pénal, on va dans la transgression qui consiste à pouvoir donner la mort et on fait un autre texte. Nous, on a fait des textes qui étaient des textes d'accompagnement et qui reposent sur le triptyque que vous connaissez mieux que moi, le non-abandon, la non-souffrance, le non-acharnement thérapeutique. Si on reprend les trois, le non-abandon, ce n'est pas trop difficile à exprimer, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce que ce n'est pas uniquement le non-abandon médical du médecin qui ne rentre pas dans la chambre du mourant, c'est le non-abandon d'une société dans une vie finissante. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez le champ que ça ouvre. Le deuxième, c'est « tu ne souffriras pas ». Cet engagement à la non-souffrance, il y a là l'espace, la ligne de crête.
puisque la loi dit on doit supprimer la souffrance, même si, les deux termes sont importants, cela doit abréger la vie. Donc, lorsqu'on est en phase terminale, on doit soulager la souffrance. Le même si devrait plutôt s'exprimer en disant sans se préoccuper d'eux. Voilà. Parce qu'en réalité, tous les médecins en soins palliatifs disent on ne tue pas les gens avec de l'hypnovel, et donc une sédation, ça n'a jamais tué une personne. Au contraire, d'ailleurs, les soins palliatifs et les sédatifs et les antalgiques ont plutôt tendance dans les statistiques à augmenter la durée de la vie. Mais comme dans la tête des médecins, comme des malades, comme des familles, il y a l'idée que si on soulage à cause des cocktails lithiques qui existaient à une certaine période, si on soulage, ça va accélérer la mort. On a cette ambiguïté. Non, les lois qu'on a écrites et qu'on a votées au passage à l'unanimité, c'est des lois qui n'ont jamais dit voilà comment on peut faire une euthanasie soft sans le dire tout en le disant. C'est des lois de soulagement, voilà, d'engagement, non-abandon et non-souffrance. Et la non-souffrance en fin de vie, libérons-nous de l'idée d'un certain nombre de médecins qui disent ah ben moi je ne veux pas accélérer la mort. Ce n'est pas en sédatant un malade qu'on accélère sa mort. C'est sa maladie qui lui donne la mort, ce n'est pas la sédation. Le troisième est encore plus compliqué, c'est le non-acharnement thérapeutique, avec un phénomène, et j'ai bien entendu ce que disait le professeur Michel, avec un phénomène nouveau qui consiste à demander l'acharnement thérapeutique. On a l'impression que les médecins s'acharnent et que les malades subissent. Bien, on est dans des situations en cancérologie, en pédiatrie, dans certains contextes sociologiques et religieux, eh bien, avec des malades ou des familles qui demandent l'acharnement thérapeutique, alors que les médecins disent ce qu'on fait est devenu inutile ou disproportionné. Ils envisagent d'arrêter et la famille, elle demande de continuer. Donc là, on a une vraie difficulté parce que généralement, quand on va devant les tribunaux donnent raison, entre guillemets, à la famille parce que, vous l'avez compris, s'ils donnent raison au corps médical qui dit on arrête les traitements et on sédate, ben, il n'y a plus de réversibilité puisque la mort survient. Donc, ils préfèrent garder le malade en vie, entre guillemets, et puis attendre qu'il y ait une décision définitive. Donc, un recours en référé sur une décision de conflit entre des médecins qui veulent arrêter un traitement qu'ils jugent inutile, disproportionné ou qui n'a d'autre but que le maintien artificiel de la vie, et une famille qui s'y oppose, généralement, le tribunal tranche temporairement pour qu'on maintienne en vie en attendant qu'il y ait une expertise et un jugement final. C'est toujours comme ça que ça se termine. Donc, on a toujours l'impression dans les médias que c'est la famille qui a gagné. La famille, elle a simplement, le juge, il dit simplement, si je donne raison à l'un, il n'y a plus de débat puisque le malade va mourir, donc je le garde en vie en attendant qu'on prenne une décision définitive. Le deuxième ambiguïté qui me paraît importante, donc en dehors de l'acharnement thérapeutique, après, vous l'avez compris, à quel moment je m'acharne, à quel moment je ne m'acharne pas, s'il n'y a pas de collégialité, ça c'est vraiment un problème médical. C'est un problème médical d'estimation du bénéfice-risque, de l'intérêt contre le non-intérêt du patient. Donc, ça ne peut pas être un débat avec la famille. Sauf que l'acharnement thérapeutique, je vous rappelle que sur un malade lucide, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit quel est l'acharnement thérapeutique. C'est lui qui dit ça, vous ne me faites pas. C'est lui qui dit, moi j'ai un vieil exemple, M. Venturini comprendra ce que je dis. Un jour, il y a un grand vieillard qui vient du même village que mon grand-père en Corse et qui est hospitalisé dans mon service, et il a une gangrène de la jambe et on doit lui couper la jambe. Il a refusé à cette époque-là, j'étais très jeune médecin, et il a refusé de se faire couper la jambe. Je l'ai progressivement soulagé, endormi. J'ai été convoqué par le Conseil de l'Ordre et j'ai été convoqué par mon directeur et ma commission médicale parce qu'on considérait que j'avais fait une euthanasie. Et cet homme qui avait plus de 90 ans, il me disait, tu me mettras dans la caisse entier, tu ne me mets pas par morceaux. Et donc, on voit bien que l'acharnement thérapeutique, on aurait pu considérer que couper la jambe, c'est un acharnement thérapeutique, mais c'est le malade qui l'a décidé. Ce n'est pas le médecin. Le malade qui dit, vous ne m'opérez pas,
même si on l'éclaire en lui disant « si je ne vous opère pas, vous allez mourir », eh ben, c'est le malade qui décide. Donc l'acharnement thérapeutique, c'est un sujet qu'il faut un peu travailler, souvent demandé maintenant par les familles et par le malade, pas toujours dans la vision ancienne, je fais tout ce que je sais faire et je n'ai pas de choix à faire en tant que médecin, mais quelquefois quand même, rappelons-nous que le consentement du malade est obligatoire pour apporter des traitements ou des soins. Le deuxième, je passe rapidement le mot dignité. Je rappelle quand même que le mot dignité, c'est un mot qui rentre effectivement dans les textes constitutionnels en 1948, et il rentre parce qu'il y a eu la Shoah, parce qu'il y a eu la négation de l'humanité. Paul Venturini l'a rappelé et il a raison. Donc, ne nous approprions pas la dignité. Aujourd'hui, la dignité, elle est inaltérable, elle est liée à l'humanité. Voilà. Il n'y a pas de mort indigne, il y a des conditions qui peuvent être indignes, il y a des regards qui peuvent être indignes, mais la personne ne perd jamais sa dignité. Donc, attention à cette vision qui serait moi, je meurs digne parce que je me tire une balle dans la tête, et l'autre, il meurt indigne parce qu'il agonise pendant une semaine. Non, il n'y a pas de mort indigne, et il y a que la dignité, ce n'est pas l'estime de soi en se regardant dans la glace. La dignité, c'est quelque chose qui est totalement lié à l'humanité. Après, pour apaiser ou compliquer le sujet, moi, je suis sûr que le débat éthique autour de la fin de vie, autour de tous les sujets éthiques, sont des sujets de conflit de valeurs. Il n'y a pas une vérité, et je crains par-dessus tout ceux qui détiennent la vérité. Et on a vu quand même à l'Assemblée nationale qu'il y avait les détenteurs de la liberté et de la vérité d'un côté, et puis les conservateurs et les anciens de l'autre. C'est pas vrai, ça. Voilà. La vérité, c'est que dans une société, il y a écrit liberté, égalité, fraternité sur les frontons de nos édifices. La liberté, c'est un conflit permanent avec l'égalité. C'est comme ça. C'est deux valeurs. Et, si j'ouvre la liberté, je fais du Rousseau et je dis c'est la liberté totale, c'est les loups libres dans les bergeries libres. À mon avis, c'est plutôt quand même le loup qui est plus libre que le mouton. Et puis, si je restreins les libertés à faire de l'égalitarisme, on voit ce que ça a pu donner dans certains systèmes totalitaires. À ce moment-là, on tue toute la liberté. Donc, trouver cet équilibre, il n'est pas simple. Là, c'est un équilibre entre l'autonomie de la personne, qui dit c'est mon choix et je le veux. Et d'ailleurs, regardons que notre société est une société qui est de plus en plus individualiste, qui réclame des lois pour soi, et non pas qui s'adapte moins bien à des règles universelles. Donc, on est plutôt dans l'individuel que dans le collectif. Et puis, entre cette autonomie de la personne qui dit c'est mon choix, c'est ma vie, c'est pas à vous à décider à ma place, et qui est audible et qui a été étouffée par une médecine ancienne qui disait je suis le sachant et tu te tais et toi tu es le soigné et tu dois faire ce que je te dis. Le dialogue s'est un peu déverticalisé, horizontalisé, c'est une bonne chose. Et puis de l'autre côté, il y a la vulnérabilité, c'est-à-dire la fragilité de la personne. Il y a deux exemples caricaturaux, et je reconnais qu'ils sont un peu caricaturaux, surtout le premier. Le malade qui arrive et qui vient de se suicider, il a quand même voulu mourir. Donc, il a exprimé un choix. Il arrive à l'hôpital, on le réanime. Si on est dans la logique de dire tout pour la liberté, il a choisi de mourir, je ne le réanime pas. Donc, ça montre bien que de temps en temps, dans ce conflit entre l'autonomie et la vulnérabilité, dans certaines circonstances et sur certaines personnes, et les circonstances et les personnes sont essentielles, eh bien, je choisis d'aller contre la liberté au nom de la vulnérabilité. Mais, par exemple, il y a une affaire qui est intéressante et qui est l'affaire que vous connaissez, témoin de Jéhovah contre assistance publique des hôpitaux de Paris. Il y a une jeune femme qui arrive en hémorragie, les médecins la transfusent, elle est encore lucide quand elle arrive, elle dit « je ne veux pas être transfusée », elle est transfusée quand même. Et finalement, le Conseil d'État donne raison au corps médical. Et quand j'interroge à l'époque le Conseil d'État sur le sujet, et que je leur dis, bon, mais de toute façon, alors c'est toujours la vulnérabilité qui gagne, puisque le malade, il dit, vous ne me touchez pas, vous ne le faites pas, on le fait quand même pour lui sauver la vie, et on donne raison à ceux qui se sont battus
pour protéger la fragilité contre la liberté d'expression et de volonté du patient. Et ils me disent non, parce que si vous aviez transfusé un grand vieillard en fin de vie et que contre sa volonté, à ce moment-là, les circonstances étaient différentes, la personne était différente et très probablement, le Conseil d'État aurait donné tort au corps médical parce qu'on aurait ajouté de la souffrance à de la souffrance dans une évaluation de la proportionnalité de l'un par rapport à l'autre qui était distendue, disproportionnée. Donc, toujours avoir en tête l'autonomie de la personne, la vulnérabilité, autonomie et vulnérabilité, d'un côté la liberté, d'autre côté la solidarité. Ces deux éléments qu'il faut prendre en compte en fonction des circonstances et en fonction de la personne. Et au fond, le grand vieillard qui venait du village de mon grand-père et qui dit au jeune médecin que j'étais, tu ne me coupes pas la jambe et tu me laisses mourir, ben c'est sa volonté qui l'emporte sur la vulnérabilité. La vulnérabilité devrait être que je prends sur lui. Ça m'a trotté d'ailleurs dans la tête parce que c'était quand même il y a plus de 30 ans. Donc, il y a plus de 30 ans, les mœurs étaient un peu différentes. Je me suis dit, je vais l'endormir au petit matin, lui faire couper la jambe et puis après, on verra bien. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'il avait l'âge, une autorité morale, une détermination, une lucidité qui a fait que, voilà, aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Et je ne serais pas convoqué par le Conseil de l'Ordre ou par ma commission médicale. Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants. Après, est-ce qu'il y a deux circonstances différentes, presque, enfin, pas tout à fait différentes, mais quand même différentes. Il y a l'euthanasie qu'on donne à la fin de la vie, qu'on pourrait réfléchir, et puis il y a le suicide assisté. C'est deux choses différentes. Et qu'est-ce que c'est qui diffère? Ben, au fond, quand j'ai 2 jours à vivre, est-ce que donner la mort a du sens? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas empêcher toute souffrance, accompagner la famille et faire en sorte que la mort survienne, je dirais, de manière sereine et apaisée? Franchement, faire une loi pour dire on va gagner 24 heures, pardon de cette caricature supplémentaire, mais j'en vois pas l'intérêt. Et j'en sens pas l'intérêt. En revanche, de plus en plus, il y a une notion de temps qui joue, c'est-à-dire que vous avez vu que le deuil a disparu, on voudrait supprimer la période qui précède la mort, comme si la mort était un élément purement ponctuel et au fond désarticulé de la société. Voilà, plus personne porte le deuil, hein, voilà, parce qu'il faut effacer la mort. Et puis, si on pouvait faire en sorte que la mort survienne le plus tardivement possible, en pleine lucidité et de manière inopinée, c'est la mort, la belle mort, hein, voilà. J'ai 100 ans, je bois une coupe de champagne, je monte me coucher, au passage, je dors, et pendant que je dors, la mort survient. Au passage, hypnos et thanatos, c'est dans la mythologie grecque les deux enfants de la reine, qui est la nuit. Donc la nuit donne hypnos et thanatos, dormir et mourir. Donc c'est pas innocent dans le fait que de temps en temps, quand on parle de sédation, les gens comprennent sédation pour faire mourir, parce que la mort et le sommeil sont des frères jumeaux. Je reviens donc sur l'idée qu'à la fin de la vie, sur l'agonie, il me semble qu'on a la plupart des instruments nécessaires pour que le corps médical, à condition qu'il soit informé, à condition qu'il ait un peu de recul, la capacité d'apaiser. Avec une famille qui, quelquefois, dit « ça dure trop longtemps et il faudrait que ça se passe en 2 heures ». À quoi ça sert? Et même le corps médical peut le dire, hein, les soignants, une sédation qui dure trop longtemps, c'est une sédation qui a probablement été mal mise en œuvre, et si elle dure 15 jours, les soignants qui n'ont plus de contact avec le malade et qui n'attendent que la mort, et la famille qui attend la mort, entre guillemets, avec impatience, eh bien, peut créer des situations de tension. Et donc, effectivement, on a bien écrit que la sédation profonde et continue, on ne la met pas en phase terminale, on le met lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. On ne sait pas écrire quelques heures ou quelques jours dans un texte, mais c'est bien ça que ça veut dire. Si le pronostic vital y est à 6 mois,
on ne peut pas faire une sédation qui va durer tout ce temps-là. Sauf à dire, je fais une sédation, mais en réalité, ce n'est pas une sédation que je fais. Je refais mon cocktail lithique et en fait, je fais une euthanasie déguisée avec un endormissement préalable, ce qui n'est pas le but de la loi. La loi est, à mon avis, assez claire là-dessus. Sur le suicide assisté, c'est plus compliqué sur le plan législatif parce qu'on a le droit, quand je dis on a le droit, je vais m'expliquer, on a le droit de se tuer. Voilà. Chacun d'entre nous vit une vie, je l'espère, normale et heureuse, mais si je décide que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je me jette dans le port et où je prends des médicaments, où je me tire une balle dans la tête, où je me jette sous un train. J'ai le droit à. Ce droit à est un droit liberté. Et il faut distinguer des droits liberté des droits créances. Le droit liberté, c'est j'ai le droit effectivement d'aller venir, il n'y a personne qui peut m'en empêcher, c'est un droit individuel. Et, en revanche, le droit créance, c'est un droit que je réclame à la société. Le droit à la vie qu'évoquait Paul Venturini sur la question de 48, c'est un droit créance. J'ai droit à la liberté et d'exprimer, et j'ai le droit à la vie. Et il y a une affaire qui s'appelle l'affaire Preti, qui est une affaire anglaise, dans laquelle une personne, et là aussi c'est intéressant, c'est une liberté par anticipation, qui veut que son mari lui donne la mort, mais comme elle ne veut pas que son mari soit ennuyé par la justice, elle demande à la justice de l'exonérer par anticipation des peines qu'il pourrait encourir. Et donc, ça finit dans la Cour européenne des droits de l'homme qui dit bien le droit, il n'y a pas un droit à la mort équivalent d'un droit à la vie. Le droit à la mort, c'est un droit à liberté individuelle. Le droit à la vie, c'est un droit créance collectif. Tout le monde a l'obligation de préserver la vie. Mais aujourd'hui, dans les situations qu'on a évoquées, on n'a pas le droit d'aider à la mort. Est-ce qu'on peut aider à la mort ? Et là, il y a un bon débat juridique et philosophique. Si c'est non pénalisable, pourquoi je ne pourrais pas aider à quelque chose qui n'est pas pénalisable? C'est la loi suisse. Vous connaissez l'origine de la loi suisse. C'est un militaire qui demande à son ordonnance son revolver pour se mettre fin à ses jours et il se tue. Et comme le terme utilisé par les Suisses, c'est non égoïste, comme le geste de l'ordonnance n'est pas égoïste, c'est pas pour tirer profit de la mort de l'autre et qu'il est neutre, eh bien, on considère qu'il est possible. La loi française a deux textes qui encadrent l'aide ou l'incitation au suicide et qui l'interdisent. Hein. C'est une loi sur un livre qui était écrit Suicide mode d'emploi, qui a été interdit par un texte du Sénat et par un texte du Sénat aussi, la secte du Temple solaire a interdit l'incitation au suicide, incitation collective au suicide et individuelle au suicide. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un allez, suicide-toi, tu ne vois pas dans quel état tu es, je caricature, et on ne peut pas l'aider à mourir. Mais si vous le regardez bien, le texte français dit que puisque c'est une liberté et que l'aide serait entre guillemets neutre, non égoïste, puisque la loi suisse, elle ressemble quand même un peu à la loi française, c'est possible. Avec la différence des Suisses avec nous, pour aggraver les choses ou pour les compliquer, c'est qu'eux, ils font faire par des associations. La France est quand même un pays très jacobin. On n'imagine pas que si on décidait du suicide assisté, on le fasse faire par une association. Donc, ça voudrait dire que le détachement de la loi suisse qui dit « après tout, faites-le », mais moi, je ne vous incriminerai pas parce que vous êtes dans une aide à une liberté individuelle. C'est un peu plus compliqué en France parce que c'est évidemment le collectif qui donnera l'autorisation de donner ou ne pas donner la mort. Moi, je vous donne mon avis personnel. Je pense qu'il y a plus de danger à légaliser qu'à ne pas légaliser. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'au départ, on met un cadre très strict, ce qui est normal, puis ensuite le cadre, il s'élargit, parce que pourquoi l'enfant de 12 ans, lucide, il ne pourrait pas demander un droit qui est accordé à celui de 14, pour celui de 14 par rapport à celui de 18,
Et on finit, surtout dans les zones dans lesquelles on ne peut pas donner son consentement, en Suisse, enfin en Belgique ou aux Pays-Bas, on donne la mort à des gens qui n'expriment pas immédiatement leur volonté. On donne la mort à des enfants incapables d'exprimer leur volonté, on donne la mort à des vieillards incapables d'exprimer leur volonté de l'instant, avec la difficulté que j'évoquais tout à l'heure de la liberté déléguée par anticipation. La liberté, ça ne se délègue pas par anticipation. On ne dit pas vous avez voté une fois bleu, donc toute votre vie, vous voterez bleu. On dit à chaque consultation, on vous redemande si vous votez vert, bleu, blanc, rouge ou autre chose. Donc ça montre bien que la liberté, c'est d'avoir le droit de changer d'avis. Et le problème se pose donc sur le suicide assisté, sur une situation très particulière, c'est qu'on n'est plus en train de dire, bon allez, pour 2 heures, on va se poser des questions, on ne va pas calculer le sexe des anges. Je l'endors, peut-être j'accélère la mort d'1 heure, de 2 heures, d'un jour. Ça n'a pas une importance majeure. Je n'imprime pas à cette destinée de vie une interruption particulière. Je suis en phase toute terminale. Si par contre je viens et je dis j'estime que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'étais un sportif de haut niveau, je pense à une jurisprudence suisse, et aujourd'hui je suis paraplégique, j'estime que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est une estimation que l'on peut considérer comme individuelle. Dois-je aider cette personne qui a une longue vie devant elle à interrompre sa vie, ce qui évidemment n'est pas le même enjeu que s'il a 2 heures à vivre. Donc la longueur de la vie, elle entraîne la capacité et la possibilité de changer d'avis. Et donc le suicide assisté a, à mon avis, cette faille énorme, en dehors du droit à liberté et du droit à créance, il a cette faille énorme qui consiste à dire que c'est irréversible, la mort, elle est irréversible. Donc voilà pourquoi moi, je suis sur la même ligne que Badinter, par exemple. Je pense qu'il y a des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Dans une démocratie, on ne donne pas la mort. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de textes fondamentaux. Hein, et quand on s'affranchit, enfin, vous connaissez ma double expression sur l'effet domino, l'effet Mikado. L'effet domino, c'est des portes, quand on les entrouvre, elles finissent ouvertes. C'est normal, hein, je veux dire. Et je ne le critique pas et je pense que c'est une loi juste. La loi sur l'avortement, regardez les restrictions qu'il y avait au départ. Il faut que la femme soit en détresse, etc., etc. Maintenant, c'est devenu un droit opposable. Donc, on peut imaginer que dans une société plus individuelle que collective, on va avoir de plus en plus des évolutions de ce type. Je ne critique pas du tout, hein, que ce soit clair, le fait que l'avortement soit un droit opposable. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, on va faire une loi très encadrée, on va nous dire il faut 3 médecins, il faut un protocole, il faut ceci, et puis petit à petit, on va s'affranchir. Il y a un truc intéressant d'ailleurs, c'est qu'en Belgique, l'étude de l'INED montre qu'il y a plus d'euthanasie clandestine en Belgique qu'en France, pour la bonne et simple raison, c'est que toute transgression amène une transgression supplémentaire. Si on dit à l'ensemble du corps médical, finalement, c'est autorisé, et qu'on leur dit, vous allez remplir un bottin de paperasse pour y parvenir, en toute sincérité, le médecin va dire, bon, ça va, je ne vais pas remplir tout ça, et je le fais. Donc, en fait, il le fait en dehors de la loi, puisqu'il le fait en dehors des critères de minutie qui sont indispensables et obligatoires en Belgique. Donc, dans ce contexte, je ne crois pas trop à l'encadrement et je crois plutôt qu'à un moment donné, je ne sais pas comment dans un texte, parce qu'il faut les écrire les textes, hein, dans un texte, si on dit qu'on a la liberté individuelle de bénéficier d'une assistance à sa propre mort, qui est un peu un terme antinomique de suicide, puisque suicide, ça veut dire je me tue moi. Si je le dis pour tous. Il n'y a pas de raison que je le restreigne. Ou bien alors, il faut que je dise, à condition, c'est l'Oregon, ce n'est pas inintéressant, je travaillais sur l'Oregon, ce n'était pas inintéressant l'Oregon. Le médecin dit, vous avez 6 mois à vivre. Le malade dit, je veux mourir. On lui donne les médicaments pour un médicament létal, il le prend s'il veut.
il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que tous les malades qui le demandent, il n'y en a qu'un sur deux qui le prend. Je change d'avis. Et puis, le deuxième, c'est que malheureusement, on n'est pas trop mauvais dans les diagnostics, mais on est encore assez mauvais dans les pronostics. Et il y a un malade qui le prend 5 ans après. Donc, ça veut dire que définir un critère en disant 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est très compliqué en médecine. C'est relativement facile dans la dernière semaine. C'est très compliqué au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mort. Donc, mais je trouvais que c'était plutôt intéressant, avec une faute quand même, c'est que on respectait, dans l'Oregon, on respecte au fond l'individu. Tu le prends si tu veux. C'est lui qui le prend. Mais pour autant, c'est quand même moi qui le prescris. Donc, j'ai quand même apporté une assistance au suicide. Et donc, j'ai quand même transgressé l'idée fondamentale qui est évoquée dans ce sujet Badinter. Dans une démocratie, il n'y a pas un droit à la mort. Donc, enfin, je pense que si on devait changer le texte, ou plutôt exactement faire un autre texte, qui, en dehors de l'accompagnement, donne l'autorisation de donner la mort, il y a quand même une loi que j'ai fait voter en 2011 dans la bioéthique, c'est que tout changement fondamental sur les critères éthiques est précédé des états généraux de la bioéthique avec un débat apaisé, si possible, à l'intérieur du pays. Ça ne se fait pas en une après-midi, en 2 heures, en ayant copié une loi belge, surtout en l'ayant mal copiée en plus. Donc, il y a un moment où, la main sur le cœur, certains députés disent on entrave la liberté des députés de légiférer. D'abord, vous savez que dans la Ve République, si le gouvernement avait voulu légiférer, il l'aurait fait, et il n'a pas voulu le faire. C'est une proposition de loi, et que les 2 propositions de loi qu'on a fait en 2005 et en 2016, on les a fait avec l'accord du président de la République. Je dirais même que la première, je l'ai fait avec l'accord a posteriori du président de la République, Jacques Chirac, que la modification, je l'ai faite avec l'accord de Nicolas Sarkozy, et que c'est à la demande de François Hollande qu'on a fait un texte en 2016, et que donc on avait l'accord, et plus que l'accord, on avait la commande du président de la République. La proposition de loi de députés, même majoritaires, en 2 heures, dans une niche parlementaire, c'est indigne du sujet. Par contre, après tout, l'accompagnement en fin de vie, on a souvent dit que j'avais fait des lois pour les médecins et particulièrement pour les réanimateurs. C'est vrai que c'est plus facile pour le réanimateur d'absorber la loi que pour le gérontologue, mais et encore plus pour le gérontologue peut-être que pour le dermatologue. Mais en tout cas, ce qui me paraît juste, c'est que si on devait changer la loi sur un sujet aussi fondamental, on le précède d'un débat dans la société sur la mort, sur la qualité de l'accueil, etc. Et en aucun cas, on ne le fait en déficit, c'est-à-dire on ne dit pas « j'ai pas assez de soins palliatifs », et donc vous voyez bien que les gens souffrent, et puisqu'il y a 10% des gens à l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui meurent avec des souffrances, eh bien on va faire euthanasie, comme ça on va régler le problème. Là aussi, c'est pas un argumentaire qui me paraît juste. Donc, effectivement, les soins palliatifs doivent continuer à évoluer. La loi telle qu'elle est, elle peut évoluer, bien sûr. Je veux dire que, soyons humbles, hein, les lois de la République, elles portent des noms, mais les noms s'effacent et les lois changent. En revanche, si on devait donner un texte qui transgresse le droit de donner la mort, ou plutôt qui transgresse le droit de préserver la vie, je pense que ça mérite un débat national apaisé et autre chose que de dire nous, on est les détenteurs de la liberté et de la dignité et vous êtes le monde ancien. Dans ce débat-là, il me semble que sur certains aspects, les textes français sont un peu en avance sur les textes belges ou sur les textes du Pays-Bas. Quelques éléments quand même par rapport à ce qui a été dit sur la question de l'égalité d'accès aux soins. Elle est effectivement dans la loi, elle est théorique, mais certains soulignent qu'elle n'est pas forcément effective en France et que c'est peut-être un des points difficiles, douloureux de la fin de vie, c'est que face à une égalité affirmée, dans la réalité des faits, tous n'accèdent pas de la même manière aux soins palliatifs, par exemple, en fin de vie, et non pas, et tout le monde n'est pas soumis
soulager comme il le devrait des souffrances qu'il rencontre en fin de vie. Et toutes les familles sont pas toujours bien accompagnées, bien que dans le débat, quelqu'un ait témoigné d'un accompagnement récent justement par des soins palliatifs en fin de vie qui a été très apaisant et très bien fait. Donc, il y a le meilleur qui existe dans notre pays et parfois, ce meilleur-là n'est pas offert à tous. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point concerne la question des mots. Et effectivement, une réflexion sur les mots, on parle d'arrêt de vie, de fin de vie, est-ce que c'est les bons mots? Est-ce qu'ils occultent pas le terme mort, justement? Est-ce que la question de la mort est suffisamment débattue? Est-ce qu'il y a une éducation à la question de la mort dans notre pays, existe-t-elle vraiment? Et c'est souligné comme un point de difficulté. Effectivement, tant qu'on euphémise à ce point les choses, effectivement, probablement que ça reste difficile d'aborder de face la question de la mort et beaucoup disaient que au-delà de tout ce débat, il y aurait une grande nécessité parce que la mort est un phénomène social à se réapproprier ce phénomène social de la mort pour pouvoir effectivement être peut-être plus à l'aise sur ces questions-là et sur ce débat-là et que ça soit moins clivant, moins effectivement c'est un débat de société sur des valeurs mais voilà, l'euphémisation, la mise un peu sous le boisseau de la question de la mort dans ces débats-là peut être préjudiciable au débat. La question aussi du moment pour rouvrir le débat, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment? Il y a une demande sociétale, certains l'ont fait remarquer. Voilà, comment ne pas entendre cette demande à un moment donné, effectivement, et par le biais d'un débat de société, c'était la conclusion de Jean Leonetti de dire si on doit changer la loi, il faut qu'il y ait des états généraux, il faut qu'il y ait des échanges dans la société, il faut que ce débat puisse se faire de façon apaisée. Et prendre le temps de le faire. Et ça, c'est souligné aussi. Peut-être que voilà, les citoyens ont besoin de faire ce débat, même si ça reste un débat compliqué, ça reste un débat difficile. Un autre élément, alors en lien avec ça, il a été souligné par certains, effectivement, que lors de cette conversation, on a fait appel à 3 médecins. Or, la question de la mort, elle concerne tout le monde et que peut-être il aurait été judicieux aussi de demander à un citoyen, entre guillemets, non médecin, de s'exprimer. Voilà, c'est un débat qui ne doit pas être que médical, mais quelqu'un rétorquait qu'en même temps, comme dans notre pays, si tant est qu'une certaine forme d'euthanasie puisse être légalisée, ce serait probablement aux médecins de la mettre en œuvre. Ils étaient aussi quand même au premier plan de ces discussions-là. Donc là, il y a un débat sur cet élément-là. Et puis, des questions autour de vraiment de la sédation profonde. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que le patient ne ressent pas, par exemple, d'angoisse, des cauchemars pendant qu'il est sédaté? D'autres disent que finalement, c'est plus une coupure de communication avec l'entourage que vraiment une antalgie. Enfin, il y a voilà, des précisions par rapport à ça, une méconnaissance de ce que c'est réellement que cette sédation et même un peu de la colère de certains par rapport à cet outil-là de la sédation qui les couperait de leurs proches au prétexte de le soulager, mais sans vraiment savoir ce qui se passe pour lui. Donc, il y a aussi des choses probablement à travailler sur ça, sur cet outil-là. Et puis, aussi, certains soulignent la différence entre euthanasie qui serait donnée par quelqu'un d'autre et suicide assisté qui serait la personne elle-même qui s'administre les substances, les produits avec une différence donc quand même donc on voit quand même un besoin de compréhension des termes, de pouvoir éclaircir des points, que ce sujet-là, comme le mot mort, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, parce que ça nous interpelle tous, aurait besoin d'éclaircissement et tout le travail pédagogique qui peut être fait demandera à être fait et encore fait et encore fait. Je crois qu'on n'est pas à la fin de ce travail pédagogique. Et puis maintenant, sur la fin du chat, des remerciements pour vos propos.
Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. On ne va pas pouvoir engager plus le débat entre vous parce qu'on est au terme du temps qu'on s'était donné. Merci beaucoup vraiment à vous trois. Merci à tous ceux qui ont assisté. Gilles, peut-être, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci Perrine. Je voudrais remercier les trois intervenants. C'est vrai que pour un sujet aussi sensible, 1h30, c'est extrêmement court. On aurait bien aimé plus d'interactivité, plus de possibilités avec tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Mais je pense qu'on a essayé de glisser des messages qui étaient absolument fondamentaux. En tant que réanimateur, je souscris au fait que cette loi Claes-Leonetti nous rend des services au quotidien. Elle a été fondamentale pour apaiser un petit peu la tension qui pouvait exister dans les équipes et puis pour aussi rassurer les familles. C'est vrai que l'acharnement thérapeutique a changé de camp. Autrefois, c'était vraiment pour se prémunir d'équipes qui refusaient d'arrêter, qui s'acharnaient. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est souvent sous la pression de famille que des équipes médicales sont parfois entraînées plus loin qu'elles ne souhaiteraient. Donc cette loi a le mérite d'exister, elle rend d'énormes services. Est-ce qu'il faut l'ouvrir ou pas? Il y a toujours un danger à ouvrir la boîte de Pandore et c'est ce que Jean Leonetti a voulu nous signifier. Peut-être que les réflexions qui ont été faites par le Comité consultatif national d'éthique en janvier 2000 et dans lequel il expliquait avec beaucoup de précautions que dans certains cas, peut-être, on pouvait envisager une transgression, ce qu'il avait qualifié d'exception peut-être d'euthanasie. Il avait ouvert une porte, mais dans cette porte, on n'est pas allé plus loin parce qu'il y a aussi tout un cadre juridique qu'il faut explorer. Mais voilà, donc peut-être que cette loi ne répond pas à tous les cas. C'est peut-être plus facile pour les réanimateurs que pour les gériatres et encore plus difficile pour tous les médecins qui ont fait le sacerdoce de suivre la fin de vie à domicile. Mais en tout cas, voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir récidiver ce type de réunion, en parler, mûrir dans nos réflexions. Je pense que c'est le début de la sagesse et peut-être qu'un jour, on pourra avoir des débats complètement apaisés et sereins. En tout cas, je me félicite de la qualité de la tenue de webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous, merci à Perrine.